Je pouvais sentir le poids de ma montre Omega à mon poignet à ce moment-là. Assis là dans la salle d'audience du comté de Cook, le métal était froid contre ma peau parce que la climatisation était à fond, comme s'ils essayaient de faire sortir la vérité des gens. Ma mère était à 3 mètres de moi, portant ce gilet élimé qui avait l'air d'avoir été tiré d'une poubelle. Elle ne l'avait pas fait. Je savais pertinemment qu'elle l'avait acheté chez Nordstrom il y a 3 ans, mais elle le portait ce jour-là parce qu'elle voulait que le juge la pense pauvre. Elle voulait de la sympathie. Elle a craché dans ma direction quand l'huissier est passé. Pas réellement craché, mais elle a fait le son. Ce sifflement entre ses dents. Puis elle l'a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. Tu as vendu ton propre sang pour de l'argent. L'huissier faisait sortir mon frère Jake de la salle d'audience. J'entendais les chaînes de ses menottes gratter contre un banc en bois. Ce son, le métal sur le bois, c'était le seul son dans la pièce en dehors de la respiration de ma mère. Tous les autres retenaient leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Mais je m'emballe. Revenons en arrière. 6 mois avant cette salle d'audience, j'ai gagné à la loterie Powerball. 10,2 millions de dollars avant impôt. Après que le gouvernement ait pris sa part, je me suis retrouvé avec 5,2 millions. Toujours plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Plus d'argent que mes parents n'avaient gagné combiné de toute leur vie. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? Je n'ai pas crié quand j'ai gagné. Je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai appelé personne. Je suis allé dans ma salle de bain et je me suis assis sur le bord de la baignoire et j'ai pleuré. Pas des larmes de joie. Des larmes de soulagement. Le genre de larmes qui viennent de quelque part profond dans votre poitrine où vous retenez votre souffle depuis 30 ans. Je ne crois pas à la chance. La chance, c'est pour les idiots. Je crois aux statistiques et à la psychologie. Quand j'étais enfant, j'ai lu un livre sur Hélène Adel. C'était une femme qui gagnait tous les concours auxquels elle participait. Elle a gagné une maison, une voiture, des voyages, tout. Elle appelait ça du « spec », de l'attente positive spécifique, du conditionnement. Mais j'ai vu autre chose dans son histoire. Elle n'a pas eu de chance. Elle a brisé le système. Elle a compris les probabilités. Et elle l'a joué comme un violon. C'est ce que j'ai fait avec Powerball. Je n'ai pas deviné les numéros. J'ai analysé ces temps de boules froides et de boules chaudes. J'ai suivi les schémas. J'ai construit des feuilles de calcul. Ma victoire était un miracle. C'était une équation que j'ai résolue. Ça m'a pris 4 ans et 632 dollars en billets, mais je l'ai résolue. La première personne à qui j'ai parlé était Sarah. Ma fiancée, elle était enceinte de 3 mois à l'époque. Nous étions assis dans notre appartement, l'endroit que nous louions depuis 5 ans. 2 chambres, une moquette qui sentait le chien des locataires précédents. Elle mangeait des céréales debout au comptoir parce que son dos lui faisait trop mal pour s'asseoir. Je lui ai montré le billet et elle a laissé tomber le bol. Du lait a éclaboussé tout le linoléum. Je me souviens avoir regardé les morceaux de céréales flotter sur le sol et avoir pensé, ça y est. C'est le moment où tout change. Sarah m'a regardé et son visage est devenu complètement blanc. Puis elle a dit une chose. Ne le dis pas à ta famille. Pas, félicitations. Pas, oh mon Dieu. Juste, ne le dis pas à ta famille. Elle a dit qu'il me dévorerait tout cru. Elle a dit que je devrais leur dire que nous avions contracté un prêt hypothécaire. Leur dire que nous étions endettés. Leur dire n'importe quoi, sauf la vérité. Je me suis moqué d'elle. J'ai même ri. J'ai dit, c'est ma famille. Ils seront heureux pour moi. Je les aiderai. Et tout le monde y gagne. Sarah m'a juste regardé comme si je lui avais dit que je prévoyais de sauter d'un pont. Puis elle a dit, bien, mais quand ça ira mal, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. J'ai engagé un conseiller financier le lendemain. J'ai créé un trust familial. J'ai mis la majeure partie de l'argent là où ma famille ne pourrait pas le toucher, même si elle essayait. Puis j'ai commencé à chercher des maisons. J'en ai trouvé une en banlieue. 4 chambres, 3 salles de bain, grand jardin, chambre principale avec un dressing plus grand que le salon de mon ancien appartement, 1,2 million de dollars. J'ai payé comptant. La vente a été conclue en 3 semaines. Mais je n'ai dit à personne que j'avais payé comptant. J'ai dit à tout le monde que c'était un prêt hypothécaire de 30 ans,
que je le rembourserais jusqu'à mes 65 ans, que Sarah et moi nous serrions la ceinture, mais que ça valait le coup pour le bébé. La première réaction de ma mère quand je lui ai parlé de la maison. Elle n'a pas dit « félicitations ». Elle a dit « c'est trop grand pour 2 personnes ». Mon père n'a rien dit. Il a juste grogné et est retourné regarder la télévision. Mon frère Jake a dit « ça doit être sympa ». Puis il a demandé si je pouvais lui prêter 5 $. J'ai organisé une pendaison de crémaillère 4 semaines après notre emménagement. J'ai invité toute la famille. Sarah ne voulait pas. Elle a dit que c'était une mauvaise idée, mais j'ai insisté. Je voulais leur montrer ce que j'avais accompli. Je voulais qu'ils soient fiers de moi pour une fois. Jake est arrivé les mains vides, pas de cadeau de pendaison de crémaillère, pas de bouteille de vin, rien. Il est entré et a immédiatement attrapé une bière dans mon réfrigérateur et a commencé à se plaindre. Il a dit que sa femme Lindsay et leur enfant vivaient chez mes parents et que ça le rendait fou. Il a dit que l'enfant criait toujours. Il a dit que Lindsay le harcelait toujours. Il a dit qu'il avait besoin de son propre espace mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il buvait mon vin, un vin cher, une bouteille à 80 $ que j'avais acheté spécialement pour la fête, et il était debout dans ma cuisine, se plaignant de sa vie. J'avais envie de le prendre par le col et de le jeter dehors, mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas ce qu'on fait. On sourit. On hoche la tête. On fait semblant de se soucier de ses problèmes. Mes parents sont arrivés 1 heure en retard. Ma mère a marché dans la maison comme si elle l'inspectait pour des violations du code. Elle a ouvert des placards. Elle a regardé sous les éviers. Elle a passé son doigt le long des rebords de fenêtres, vérifiant la poussière. Puis elle s'est assise à ma table de salle à manger et a dit « Nous devons parler de Jake ». Ma mère avait cette façon de parler où elle faisait tout paraître comme si j'étais celui qui était déraisonnable, comme si elle ne faisait que souligner des faits évidents et que j'étais trop stupide pour les voir. Elle a dit que Jake, Lindsay et le bébé ne pouvaient pas continuer à vivre dans leur maison. Elle a dit que c'était trop bondé, trop bruyant, trop stressant. Elle a dit que la tension artérielle de mon père était au plafond à cause de tout ce bruit. Puis elle a regardé autour de ma maison, mes 4 chambres, mes 3 salles de bain, ma chambre principale massive. Elle a dit, tu as tout l'espace. Jake est à l'étroit. Tu dois l'aider. J'ai essayé de rester calme. J'ai dit, Sarah et moi allons aussi avoir un bébé. Nous avons besoin d'espace. Nous avons besoin d'une chambre de bébé. Nous avons besoin de place pour notre famille. Ma mère a agité la main comme si je disais des bêtises. Elle a dit que c'était différent. Elle a dit que le bébé de Sarah n'était même pas encore né. Elle a dit que l'enfant de Jake était déjà là et souffrait. J'ai senti mon visage s'échauffer. J'ai dit que je ne donnerais pas à Jake une partie de ma maison. C'est ma maison. Je travaille pour ça. C'est là que mon père a pris la parole. Mon père était resté silencieux tout le temps, buvant mon vin, mangeant ma nourriture, sans dire un mot. J'ai pensé que peut-être il était de mon côté pour une fois. Peut-être qu'il dirait à ma mère de me laisser tranquille. Il a pris une longue gorgée de vin. Il m'a souri. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, es-tu sûr que le bébé que Sarah porte est même le tien? La pièce est devenue silencieuse. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle l'avait entendu. J'ai vu son visage devenir blanc. Mon père a continué à parler. Il a dit que Sarah semblait être le genre à piéger un homme. Il a dit qu'elle était probablement tombée enceinte exprès pour me retenir. Il a dit que je ne devrais être sûr de rien. Ma mère a immédiatement sauté sur l'occasion. Elle a dit que mon père avait raison. Elle a dit qu'ils essayaient juste de me protéger. Elle a dit que je ne devrais pas faire confiance à Sarah. Elle a dit que je devrais donner l'étage à Jake parce qu'au moins le sang de Jake était de la vraie famille. Puis elle m'a asséné la phrase « Nous sommes une famille. Nous partageons tout ». Elle l'a dit comme si c'était une loi universelle. Comme si je brisais les règles en voulant garder ma propre maison. J'avais 2 enveloppes dans la poche de ma veste. Je les avais apportées à la fête. J'avais tout planifié. Enveloppe 1, un chèque de 500 000 $ fait à l'ordre de mes parents pour rembourser leurs prêts hypothécaires, effacer leurs dettes de carte de crédit, leur offrir une retraite confortable. Enveloppe 2, un chèque de 500 000 $ fait à l'ordre de Jake. Pour démarrer cette entreprise dont il parlait toujours,
pour lui donner une vraie chance dans la vie. J'allais attendre le dessert. Puis j'allais sortir les enveloppes et leur dire la vérité. Leur dire que j'avais gagné à la loterie. Leur dire que j'avais payé la maison comptant. Leur dire que je voulais partager ma bonne fortune avec les gens que j'aimais. Mais assis là, écoutant mon père remettre en question la paternité de mon enfant. Écoutant ma mère me dire que j'étais égoïste de vouloir garder ma propre maison. Écoutant Jake boire mon vin et se plaindre de sa vie. J'ai fait le calcul dans ma tête. Ces mots viennent de vous coûter $1 million. J'ai serré ces enveloppes si fort que le papier a commencé à se froisser. Je pouvais sentir les bords me couper la paume. Et quelque chose en moi est mort. Non pas brisé, mais mort comme un interrupteur actionné. Et soudain, je pouvais les voir clairement pour la première fois. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais faire pour eux. Je me suis levé de la table, je leur ai dit à tous de partir. J'ai dit que la fête était finie. Ma mère a commencé à pleurer faux, le genre où il y a du bruit mais pas de larmes. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que j'abandonnais ma famille. Elle a dit que j'avais toujours été égoïste. Jake m'a traité de juron et a dit que j'avais changé. Il a dit que l'argent m'avait corrompu. Mon père a juste secoué la tête. Il a dit qu'il était déçu de moi. Sarah m'a aidé à les faire sortir. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, elle m'a regardé et a dit « Je te l'avais dit ». Elle avait raison. Elle avait eu raison tout le temps. Je me tenais dans le couloir, écoutant le silence de ma grande maison vide. Sarah a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a pas eu besoin de dire autre chose. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai senti les 2 enveloppes, $1 million en papier qui commençaient à chauffer contre ma jambe. Je suis allé à l'évier de la cuisine. J'ai sorti le briquet que je gardais dans le tiroir pour les bougies. Je n'ai pas déchiré les chèques. Ça aurait été trop rapide. Je les ai brûlés un par un, regardant l'encre bleue se transformer en cendre noire. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'en brûlant ces chèques, je coupais les ponts. Je ne savais pas que pour ma famille, ce n'était que le début. Je ne savais pas jusqu'où ils iraient pour obtenir ce qu'ils pensaient mériter. 3 semaines se sont écoulées après que j'ai brûlé ces chèques. Sarah et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, avons commencé à peindre la chambre de bébé, acheté un berceau, des choses normales. Je pensais que ma famille se calmerait peut-être, me laisserait un peu d'espace, apprendrait à respecter les limites. J'avais tort. Mon téléphone a sonné à 2h30 du matin. La vibration sur la table de chevet m'a tiré de mon sommeil. Je l'ai attrapé sans regarder l'écran. Ma première pensée fut que quelque chose était arrivé à la mère de Sarah. Elle avait été malade. Mais ce n'était pas la famille de Sarah. C'était mon père. Il criait, pas parlait, criait. Sa voix était rauque comme s'il avait crié pendant des heures. Il a dit que Jake avait des problèmes. Il a dit que je devais venir chez eux tout de suite. Il a dit que c'était une urgence. Je lui ai demandé quel genre d'urgence. Il n'arrêtait pas de crier. Viens maintenant. Viens maintenant. Ton frère a besoin de toi. Sarah s'est réveillée, m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que j'avais un mauvais pressentiment. Le genre de pressentiment que l'on a quand on sait qu'on est sur le point de mettre les pieds dans quelque chose dont on ne pourra pas se débarrasser. J'ai enfilé un jean et un sweatshirt. Je n'ai même pas bien lacé mes chaussures. J'ai juste conduit. Les routes étaient vides à 7 heures. Des lampadaires tous les 15 mètres projetant des flaques oranges sur l'asphalte. Mon tableau de bord indiquait qu'il faisait 5 degrés Celsius dehors, mais j'avais mis le chauffage à fond quand même. Mes mains tremblaient sur le volant. Non pas de froid, mais d'autre chose. 20 minutes plus tard, je me suis arrêté devant la maison de mes parents. Toutes les lumières étaient allumées, le porche, le salon, même le sous-sol. Toute la maison était éclairée comme un stade. Et là, dans l'allée, se trouvait le pick-up de Jake, son Ford F-150. Bleu foncé, ou du moins il l'était. Difficile à dire dans cet éclairage étrange. Jake était assis sur le trottoir à côté de la porte côté conducteur. Sa tête était dans ses mains. Il se balançait d'avant en arrière. Je l'entendais depuis l'intérieur de ma voiture. Ce son humide et étouffé, pas exactement des pleurs,
quelque chose de pire. Je suis sorti, j'ai marché vers lui. C'est là que j'ai vu les dégâts. Le pare-brise était détruit. Pas seulement fissuré, détruit. Il y avait cet énorme motif en toile d'araignée se propageant du côté passager. Le genre de dégâts qui se produit quand quelque chose de gros heurte le verre à grande vitesse. Le capot avait une bosse de la taille d'un ballon de basket. Profonde. On pouvait voir où le métal s'était plié sur lui-même. Et coincé dans la calandre avant se trouvait une basket. Juste une. Blanche, sale, le genre que l'on achète chez Walmart pour 20 $. Elle était coincée là-dedans. Je pouvais voir les lacets pendre. Il y avait aussi des morceaux de tissu pris dans la calandre. Du tissu sombre. Ça aurait pu être d'un sac à dos. Ça aurait pu être d'un vêtement. Difficile à dire. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché de Jake et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il ne m'a pas regardé, a juste continué à se balancer. A continué à faire ce bruit. Finalement, il a réussi à prononcer des mots. Il a dit qu'il avait heurté quelqu'un. Il a dit qu'il rentrait du bar. Il a dit que quelqu'un avait surgi sur la route et qu'il n'avait pas pu s'arrêter à temps. Je lui ai demandé où était la personne maintenant. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit qu'il avait paniqué. Il a dit qu'il était juste rentré chez lui. Mon père est sorti de la maison. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Son visage était gris. Ses mains tremblaient plus que les miennes. Il m'a tiré à l'écart de Jake. Il a parlé d'une voix basse et pressante. Il a dit qu'il y avait peut-être un corps sur la route 47. Il a dit que Jake avait roulé 8 km avec cette basket dans sa calandre avant de réaliser ce qui s'était passé. Il a dit qu'il devait trouver quoi faire avant que quelqu'un ne le trouve. J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il n'était pas contrarié que Jake ait pu tuer quelqu'un. Il était contrarié que Jake puisse se faire prendre. C'est là que j'ai entendu une autre voiture s'arrêter, une Lexus noire, modèle plus récent. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue et un homme est sorti. Cinquantaine, cheveux gris, veste chère. Il s'est avancé comme s'il était chez lui. Mon père l'a présenté comme Marc. Il a dit que Marc était un vieil ami. Ancien flic. Maintenant, il travaillait comme parajuriste ou quelque chose comme ça. Mon père l'avait appelé juste après le retour de Jake. Marc a fait le tour du camion. Il n'a rien touché, il a juste regardé. Il s'est penché et a examiné la basket, a sorti son téléphone et a pris des photos. Puis il s'est levé et a regardé Jake. Il a dit que c'était grave. Il a dit que c'était un délit de fuite avec des blessures corporelles graves. Il a dit que même si la victime survivait, Jake risquait 10 ans minimum. Peut-être plus si la victime mourait. Il a dit que le camion était une preuve. Il a dit que la basket était une preuve. Il a dit que tout était une preuve. Jake a commencé à hyperventiler, faisant ses sifflements aigus. Il a trébuché vers le côté de la maison et je l'ai entendu vomir, fort, violemment, le son de quelqu'un dont le corps rejetait la réalité. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle portait sa robe de chambre, la même qu'elle avait depuis mon enfance, rose pâle avec des taches de café. Elle m'a regardé et ses yeux étaient rouges, mais je ne savais pas si elle avait pleuré ou si elle était juste fatiguée. Elle a dit que nous devions entrer. Elle a dit que les voisins pourraient nous voir. Nous sommes entrés dans la cuisine. Le sol était recouvert d'un vieux linoléum, jaune avec des taches brunes. Il collait à la plante de mes chaussures quand je marchais. La lumière du plafond était l'un de ces tubes fluorescents qui bourdonnaient. Toute la pièce ressemblait à une salle d'attente d'hôpital. Marc s'est assis à la table, a commencé à expliquer la situation juridique. Il a dit que le délit de fuite était un crime. Il a dit que le fait de quitter les lieux aggravait tout. Il a dit que si Jake était resté et avait appelé le 911, il aurait peut-être pu s'en tirer avec un délit mineur. Mais maintenant, il risquait de la prison ferme. Ma mère a fait un son comme un animal blessé. Elle a agrippé le bord du comptoir. Puis Marc a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il avait passé quelques coups de fil. Il a dit qu'il connaissait des gens. Il a dit que la victime était un immigrant sans papier. Il a dit que c'est pourquoi il n'y avait pas encore de rapport de police. Il a dit que la famille de la victime avait peur de s'adresser aux autorités.
Je lui ai demandé comment il savait tout ça. Il a dit qu'il avait des sources. Il a dit qu'il passait des appels depuis que mon père l'avait contacté. Il a dit qu'il avait retrouvé la victime grâce aux réseaux hospitaliers. Il a dit que le gars était dans un état critique mais vivant. Puis il a dit que la famille voulait de l'argent. Il a dit qu'il voulait que cela reste discret. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'immigration soit impliquée. Il a dit qu'il voulait juste une compensation pour les frais médicaux et les salaires perdus. Il a dit qu'il demandait 850 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Les genoux de ma mère ont flanché. Elle s'est en fait effondrée, tombant directement sur ce sol en linoléum collant, a commencé à gémir, prononçant le nom de Jake encore et encore. Disant son bébé, son garçon, mon père, aide-la à se relever. L'a aidé à s'asseoir sur une chaise. Elle m'a attrapé le bras. Ses doigts s'enfonçaient dans ma peau assez fort pour laisser des marques. Elle a dit que je devais aider. Elle a dit que j'étais riche maintenant. Elle a dit que j'avais cette grande maison. Elle a dit que je pouvais contracter un prêt. Elle a dit que les familles s'entraident. Je l'ai regardé mon père. Regardez Marc assis là avec sa veste chère et son sourire entendu. Regardez Jake, qui était de nouveau dans la cuisine maintenant, appuyé contre le mur. Son visage était de la couleur du lait avarié. Et quelque chose a fait-il dans ma tête. Tout était faux. Le timing, la commodité, le montant exact en dollars, le fait que Marc ait réussi à retrouver une victime sans papier et à négocier un règlement en moins de 3 heures. Mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait semblant d'appeler ma banque, j'ai tenu le téléphone à mon oreille et j'ai eu une conversation totalement fausse avec personne. J'ai dit que je devais parler à quelqu'un à propos d'un prêt sur valeur domiciliaire. J'ai dit que c'était une urgence. J'ai dit que j'avais besoin de 850 000 $. Tout le temps, je regardais en fait mon compte d'investissement, déplaçant de l'argent, transférant des fonds de mon courtage vers mon compte courant. Ça m'a pris 3 minutes. Quand j'ai raccroché, je leur ai dit que la banque traiterait le prêt le matin. Je leur ai dit que j'hypothéquais ma maison. Je leur ai dit que cela signifiait que je le rembourserais pendant 30 ans. Je leur ai dit que Sarah et moi devrions reporter notre mariage. Je leur ai dit que nous devrions vivre à l'économie, réduire toutes nos dépenses. Ma mère m'a serré dans ses bras. Elle a dit que je sauvais la vie de Jake. Elle a dit que j'étais un bon fils. Mon père m'a tapé dans le dos. Il a dit que la famille restait unie. Il a dit que je faisais ce qu'il fallait. Marc a juste hoché la tête comme si c'était exactement ce qu'il attendait. Jake n'a rien dit. Il fixait son téléphone, faisant défiler quelque chose. Ses mains avaient cessé de trembler. Il avait l'air plus calme maintenant, soulagé. J'ai demandé à Marc ce qui allait se passer ensuite. Il a dit qu'il s'occuperait de tout. Il a dit qu'il livrerait l'argent à la famille. Il a dit qu'il s'assurerait qu'il signe un accord de non-responsabilité. Il a dit que tout cela disparaîtrait discrètement. Il a demandé si je voulais des reçus, de la documentation. J'ai dit oui. Il a dit qu'il fournirait tout, pour que cela ait l'air légitime. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit que nous devrions nettoyer le camion. Il a dit que nous devrions nous débarrasser des preuves juste au cas où. Il a dit qu'il y avait un lave-auto sur la route 12 qui était ouvert 24 heures sur 24. Il a dit qu'ils avaient des nettoyeurs haute pression. Il a dit que nous pouvions faire réparer la bosse dans un atelier de carrosserie qu'il connaissait. Il a dit qu'il nous donnerait une référence. Mon père a accepté immédiatement. Il a dit que c'était intelligent. Il a dit qu'il devrait s'en occuper ce soir. Je les ai vus planifier. Je les ai vus parler de détruire des preuves. Je les ai vus coordonner leur histoire. Et j'ai réalisé que j'étais debout dans une cuisine avec 3 personnes qui étaient prêtes à couvrir un crime, qui étaient prêtes à laisser quelqu'un souffrir sans responsabilité, qui me voyaient comme rien de plus qu'un compte bancaire avec des jambes. L'odeur dans cette cuisine me rendait malade, pas des odeurs de nourriture, autre chose. Café brûlé dans la cafetière de tout à l'heure, la légère odeur chimique des produits de nettoyage sous l'évier, et quelque chose venant de la direction de Jake. De l'huile moteur peut-être ou du caoutchouc. Quelque chose d'industriel et de faux. Je leur ai dit que je devais sortir, prendre l'air. Ma mère a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien, juste dépassé.
Je suis allé dans l'allée, j'ai marché vers le camion de Jake. La basket était toujours là, coincée dans la calandre. J'ai tendu la main et je l'ai touchée. Le caoutchouc était froid, granuleux. Il y avait de la terre incrustée dans les semelles. Je l'ai retirée. Elle est sortie plus facilement que prévu. Elle a juste glissé. Je l'ai tenue dans mes mains. Je l'ai retournée. Taille 10, marque générique. Aurait pu appartenir à n'importe qui. Aurait pu venir d'un magasin d'occasion pour tout ce que je savais. Je suis rentré, j'ai posé la basket sur la table de la cuisine. Tout le monde la fixait. Je leur ai dit que j'aurais l'argent prêt demain après-midi. Je leur ai dit de me faire savoir où le virer. Je leur ai dit que je devais rentrer chez moi, dormir un peu, digérer tout ça. Ma mère m'a de nouveau serré dans ses bras, plus fort cette fois. Elle a dit qu'elle savait que j'allais les aider. Elle a dit qu'elle avait toujours su que j'étais le fort. Elle a dit que Jake avait besoin de moi. Mon père m'a raccompagné à ma voiture, m'a posé la main sur l'épaule, a dit qu'il était fier de moi. Il a dit que tout le monde ne ferait pas ce que je faisais. Il a dit que le sang est plus épais que l'eau. Je me suis assis dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, j'ai regardé mon père retourner dans cette maison illuminée, je l'ai vu refermer la porte derrière lui. Puis je suis rentré chez moi. Sarah était réveillée quand je suis rentré, assise à la table de la cuisine. Elle avait fait du thé, mais il était froid. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Le camion, la basket, Marc, l'argent. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle m'a demandé si je croyais que Jake avait réellement heurté quelqu'un. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a dit que ça sonnait pratique. Elle a dit que ça sonnait mis en scène. J'ai dit que c'est ce que je pensais aussi. Elle m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'allais les payer. Que j'allais leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé. Que j'allais les laisser penser qu'ils avaient gagné. Elle m'a regardé comme si elle voyait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Puis elle a dit d'accord. Elle a dit qu'elle me faisait confiance. Elle a dit qu'elle soutiendrait tout ce que je déciderais de faire. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. Je les ai réellement appelés cette fois. J'ai transféré 850 000 $ de mon compte d'investissement vers mon compte courant. Puis j'ai envoyé les informations de virement bancaire à Marc. J'ai dit à ma famille que la banque avait approuvé mon prêt sur valeur domiciliaire. Je leur ai dit que j'étais officiellement endetté pendant 30 ans. Je leur ai dit que c'était le plus grand sacrifice que j'ai jamais fait. Ma mère a pleuré, a dit qu'elle était reconnaissante, a dit qu'elle n'oublierait jamais ça. Mon père a dit que je faisais ce qu'il fallait. Il a dit que Jake me rembourserait un jour. Jake m'a envoyé un SMS. Juste 2 mots. Merci, mec. C'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce que cela m'a coûté. Juste, merci, mec. Marc a confirmé la réception du virement bancaire 2 jours plus tard. Il a dit qu'il s'était occupé de tout. Il a dit que la famille était satisfaite. Il a dit qu'ils avaient signé une décharge. Il a dit que Jake était tiré d'affaire. Il m'a envoyé un PDF, un document juridique, signature et tout. Ça avait l'air officiel. Ça avait l'air réel. Je l'ai enregistré dans un dossier sur mon ordinateur, je l'ai étiqueté « Assurance ». Puis j'ai fait quelque chose que ma famille ne savait pas que je pouvais faire. Quelque chose que j'avais appris à l'université quand j'étais fauché et désespéré. J'ai engagé un détective privé, pas un cabinet d'entreprise sophistiqué, juste un gars que j'ai trouvé en ligne. Ancien flic, bonne critique, spécialisé dans les vérifications d'antécédents et la surveillance. Je lui ai donné le nom de Marc, les informations sur le camion de Jake, l'hôpital où la victime était censée se trouver, l'adresse du lave-auto qu'ils utilisaient. Je lui ai dit de tout découvrir. De découvrir s'il y avait vraiment eu un accident. De découvrir s'il y avait vraiment une victime. De découvrir où mon argent était réellement allé. Il a dit que cela prendrait 1 semaine, peut-être 2. J'ai dit, prenez votre temps. Soyez minutieux. Parce que j'avais un pressentiment, un mauvais pressentiment. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme une pierre.
Le genre qui vous dit que quelque chose ne va pas du tout. Le genre qui vous dit que vous êtes manipulé. Et je devais en être sûr avant de faire mon prochain coup. 2 semaines après avoir engagé le détective privé, j'ai commencé ma performance. Je suis allé chez Goodwill et j'ai acheté les vêtements les plus tristes que j'ai pu trouver. Un jean aux genoux usés, un t-shirt avec un logo délavé, une veste avec une fermeture éclair cassée, j'avais l'air d'avoir dormi dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents un jeudi après-midi, je me suis garé dans la rue, je me suis approché lentement de la porte, comme si chaque pas me faisait mal, comme si je portais le poids du monde. Ma mère a ouvert, m'a examiné de haut en bas. Son visage n'a pas changé, n'a pas montré d'inquiétude, n'a pas montré de sympathie, elle m'a juste regardé comme si je confirmais quelque chose qu'elle savait déjà. Je lui ai dit que je m'en sortais à peine. J'ai dit que les paiements hypothécaires me tuaient. J'ai dit que je mangeais des nouilles ramen à chaque repas. J'ai dit que je ne pouvais rien me permettre d'autre. Elle a hoché la tête. Elle a dit que c'est ce qui arrive quand on prend trop de dettes. Elle a dit que j'aurais dû être plus prudent. Elle a dit que j'avais appris de cela. Puis elle est retournée regarder la télévision. Je me tenais dans leur cuisine. Le même sol en linoléum collant d'il y a 2 semaines. La même lumière fluorescente bourdonnante. J'ai attendu de voir si elle me proposerait de la nourriture, si elle me demanderait si j'avais besoin d'aide. Si elle montrerait le moindre souci pour son fils qui venait d'hypothéquer sa maison pour sauver son autre fils de la prison. Elle ne m'a rien offert, elle m'a juste dit que j'avais l'air fatigué, qu'il fallait que je dorme plus, que le stress vous vieillit. Mon père est passé, m'a vu, a grogné, est allé au garage. C'est là que j'ai su avec certitude. Il ne se souciait pas de ma souffrance. Il voulait que je souffre. Il voulait que je sois aussi malheureux qu'eux. Je suis parti sans dire au revoir. Sarah travaillait sur quelque chose pendant que j'attendais le rapport du détective privé. Elle a créé un faux compte Instagram, l'a appelé « Lululmon Reviewer », l'a fait ressembler à l'un de ses comptes qui examine les vêtements de sport, a posté quelques photos génériques, s'est construit un faux public en utilisant un service louche qui vend de l'engagement. Puis elle a envoyé une demande de suivi à la femme de Jake, Lindsay. Lindsay a accepté. Son compte était privé, mais maintenant Sarah pouvait tout voir. Et ce que nous avons vu m'a glacé le sang. Des photos de clés sur un comptoir en granit. La légende disait « Nouveau départ ». Les clés avaient un porte-clés avec une adresse. Sarah a cherché. Maison de ville, nouvellement construite, 3 chambres. Prix affiché, 700 000 $. Photo de Jake portant une montre. Pas n'importe quelle montre. Une Tag Heuer. Le genre qui coûte au moins 5 000 $. Il était dans un restaurant. Des verres de vin sur la table. La légende disait, le karma a enfin payé, avec un hashtag. Nouveau départ. Photo de Lindsay tenant des sacs de course. Nordstrom, Saks. Les chers. Grand sourire. Légende sur le fait de se faire plaisir après les moments difficiles. J'étais assis à ma table de cuisine, regardant ces photos sur le téléphone de Sarah. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient complètement immobiles. J'avais froid, pas froid de température, autre chose. Comme si toute la chaleur avait été aspirée de mon corps et remplacée par quelque chose de dense et de lourd. Sarah m'a demandé à quoi je pensais. Je lui ai dit que je pensais à la patience, à l'attente, à laisser les gens croire qu'ils avaient gagné pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils deviennent insouciants. Elle a demandé ce que nous allions faire. Je lui ai dit que nous allions attendre le rapport du détective privé. Puis nous allions en finir avec ça. Le rapport est arrivé 3 jours plus tard. Une épaisse enveloppe Manila livrée par courrier. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine. Sarah était assise en face de moi. Nous l'avons lu ensemble. Le détective privé avait été minutieux. Je lui accorde ça. Il n'y avait pas d'accident, pas de victime, pas d'hospitalisation correspondant à la description, pas de rapport de police, pas d'appel d'ambulance sur la route 47 cette nuit-là, pas de visite aux urgences pour des blessures de délit de fuite n'importe où dans le comté. Les dommages du camion étaient simulés. Le détective privé avait trouvé un lave-auto qu'ils avaient utilisé. Il avait parlé à l'employé de nuit. L'employé se souvenait de Jake et de mon père. Il a dit qu'ils avaient passé 2 heures dans l'une des bailles.
Il a dit qu'ils avaient apporté leurs propres outils. Mas, Pierre. L'employé a trouvé cela bizarre, mais n'a pas posé de questions. La basket provenait d'une benne de Don Godwill. Le détective privé avait retrouvé le numéro de lot sur l'étiquette. Le même magasin où j'avais acheté mon costume de pauvre. C'est drôle comme les choses se passent. Les morceaux de sac à dos provenaient d'une benne à ordures derrière un magasin de fournitures de camping. Des ordures récentes. Rien qui corresponde à des tissus humains ou à des vêtements d'un accident. L'implication de Marc était plus profonde que je ne l'avais prévu. Le détective privé avait consulté ses dossiers financiers. Marc avait reçu un virement bancaire de 100 000 $ un jour après que j'ai envoyé les 850 000 $, payés à une SARL qu'il contrôlait, probablement en tant que part pour avoir organisé l'escroquerie. Les 750 000 $ restants avaient été partagés. Quelqu'un avait versé un acompte sur la maison de ville. Le propriétaire enregistré était Jake et ma mère, les deux noms sur l'acte. Le reste était allé à quelque chose que je n'avais pas compris au début. Quelque chose appelé un acte de cession rapide. J'ai dû le chercher. Puis j'ai dû appeler un avocat pour m'assurer que je l'avais bien compris. Un acte de cession rapide est un moyen de transférer la propriété. Rapide, simple. Aucune garantie, aucune assurance, juste un transfert direct d'une personne à une autre. Mes parents en avaient utilisé un pour transférer leur part de leur maison à Jake. Signé, notarié, déposé au comté, tout cela pendant que je supposais sauver Jake de la prison. L'avocat a expliqué ce que cela signifiait. Il a dit que si mes parents mouraient ou déclaraient faillite, je n'hériterais de rien. La maison était celle de Jake maintenant, complètement. J'avais été rayé de tout héritage. Coupé de toute prétention à la propriété familiale. L'avocat a dit qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de me couper de la famille, de s'assurer que je n'obtienne rien. Même si j'avais passé des décennies à rembourser leurs dettes, même si j'avais tout sacrifié, il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait s'assurer que je savais que je n'étais plus vraiment de la famille. J'ai gardé cette information pendant une journée. Je l'ai laissé s'imprégner. Je l'ai laissé s'installer dans mes os. Puis j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel a été à un avocat pénaliste. J'ai expliqué la situation, le faux accident, l'extorsion, la fraude. Il a dit que c'était un cas d'école. Il a dit que j'avais un dossier pour grand larcin, peut-être complot en vue de commettre une fraude, certainement évasion fiscale puisqu'il n'avait pas déclaré l'argent du don. Le deuxième appel a été à la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Ils ont une hotline pour signaler la fraude fiscale. J'ai passé 1 heure au téléphone à tout expliquer. Le virement bancaire, le don non déclaré, les achats immobiliers. Ils ont pris des notes, ouvert un dossier. Le troisième appel est revenu à Marc. Je lui ai dit que j'avais besoin que tout le monde signe des papiers. J'ai dit que la banque exigeait une déclaration sous serment indiquant que l'argent était un don familial. J'ai dit que c'était à des fins fiscales. J'ai dit que si je ne l'obtenais pas, je pourrais être accusé de blanchiment d'argent. Il l'a cru. Il a dit qu'il s'en occuperait. Nous nous sommes rencontrés chez mes parents. Eux tous. Jake, Lindsay, mes parents, Marc. J'ai apporté les documents, appelé une déclaration sous serment de réception de fonds, les fait paraître officiels, avec un tampon de notaire et tout. J'ai expliqué que la banque avait besoin d'une preuve que l'argent était un don de ma part. Sinon, ça ressemblait à de la fraude. Sinon, je pouvais aller en prison pour structuration ou blanchiment d'argent. Ils n'ont même pas lu attentivement. Ils ont juste tout signé. Jake, ma mère, mon père, même Lindsay a signé comme témoin. J'ai regardé leur signature séchée sur le papier. Je les ai vus sceller leur propre destin. Puis je les ai remerciés, leur ai dit que cela nous protégerait tous, leur ai dit que nous étions en sécurité maintenant. Ma mère m'a serré dans ses bras, a dit qu'elle était contente que tout soit fini, pour que nous puissions avancer en famille. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, j'ai mis les papiers dans mon dossier, et je suis parti. J'ai attendu 1 semaine de plus, je les ai laissés se détendre, les ai laissés penser qu'ils s'en étaient sortis. Puis j'ai convoqué une autre réunion de famille, j'ai dit que j'avais des nouvelles, que c'était important. Ils se sont présentés chez moi cette fois. Ma nouvelle maison, celle qu'ils croyaient hypothéquée pendant 30 ans.
J'avais aménagé la salle à manger, débarrassé la table, mis un dossier au centre. Tout le monde s'est assis. Jake, Lindsay, mes parents, même Marc est apparu. Il pensait probablement que c'était pour finaliser les papiers. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti le rapport du détective privé, je l'ai posé sur la table. Ma mère a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que c'était la vérité. J'ai commencé à parler. Je leur ai dit que j'avais engagé un enquêteur. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas eu d'accident, pas de victime, pas d'hôpital, pas d'urgence, juste une scène de crime mise en scène, et une mauvaise performance. Je leur ai parlé du lave-auto, du marteau de démolition, de la basket Godwill, du sac à dos de la benne à ordures. Je leur ai parlé des 100 000 $ de Marc, de la maison de ville, de l'acte de cession rapide. La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence où l'on entend le réfrigérateur bourdonner dans la pièce d'à côté, où l'on entend le tic-tac d'une montre, où l'on entend son propre battement de cœur dans les oreilles. Jake a regardé son téléphone, a commencé à faire défiler, essayant probablement de supprimer les photos Instagram. Trop tard. Sarah avait des captures d'écran. Des centaines, datées, horodatées, enregistrées à 3 endroits différents. Le visage de ma mère est devenu rouge, puis blanc, puis rouge à nouveau. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti au début. Puis elle a retrouvé sa voix, a commencé à crier. Elle a dit que je leur devais de toute façon. Elle a dit qu'ils m'avaient élevé, nourri, habillé, a dit que je ne faisais que rembourser ce que je devais. Mon père est resté silencieux, s'est contenté de regarder la table. Marc s'est levé, a commencé à reculer vers la porte. Je lui ai dit de s'asseoir, je lui ai dit que s'il partait, j'appellerais la police tout de suite. Il s'est assis. J'ai sorti le document suivant, la déclaration sous serment signée, celle où ils avaient tous confirmé avoir reçu 850 000 $ en cadeau. J'ai expliqué ce que cela signifiait. Je leur ai dit que les dons dépassant un certain montant nécessitent une déclaration fiscale. Je leur ai dit qu'ils ne l'avaient pas déclaré. Je leur ai dit que c'était de l'évasion fiscale, un crime fédéral. L'IRS ne plaisante pas. Je leur ai dit que j'avais déjà déposé un rapport. Je leur ai dit que la division des enquêtes criminelles de l'IRS avait ouvert un dossier. Je leur ai dit que des agents les contacteraient probablement bientôt. Puis j'ai sorti le dernier document. Une plainte que j'ai déposée auprès du procureur local. Grand larcin. Complot en vue de commettre une fraude. Usurpation d'identité. Je leur ai dit que j'avais des preuves. Des aveux signés. En gros, la déclaration sous serment, les publications Instagram, les registres de propriété, le rapport du détective privé, tout était documenté, tout était prouvable. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les fausses. Ses mains tremblaient. Elle a demandé ce que je voulais. Elle a demandé si je voulais l'argent en retour. Elle a demandé si je voulais qu'ils vendent la maison de ville. Je lui ai dit que je ne voulais rien d'eux. Je voulais qu'ils fassent face aux conséquences. Le processus légal a duré des mois. Je le condense ici car les détails sont ennuyeux. Mais voici ce qui s'est passé. L'IRS les a frappés en premier. A évalué des pénalités et des intérêts sur le don non déclaré. A gelé les comptes de Jake. A mis des privilèges sur la maison de ville, la maison de mes parents aussi. Le procureur a déposé des accusations. Jake a eu le pire. Il avait été l'acteur principal. Celui qui avait mis en scène l'accident. Celui qui prétendait fuir les poursuites, le complot en vue de commettre une fraude, le grand larcin, l'évasion fiscale. Ils lui ont offert un accord de plaidoyer. 18 mois de prison fédérale, plus il aurait un casier judiciaire. Criminel condamné. Cette étiquette vous suit pour toujours. Apparaît sur chaque vérification d'antécédents, chaque demande d'emploi, chaque location d'appartement. Il a accepté l'accord, n'a pas eu le choix. L'épreuve était accablante. Mes parents ont eu une probation, ont dû rembourser les impôts, ont dû payer des amendes, ont dû vendre la maison de ville pour couvrir le tout, ont perdu la majeure partie de ce qu'ils avaient gagné. Marc a été accusé de complot, de fraude, a perdu sa licence de parajuriste, a perdu sa réputation. La salle d'audience le jour du prononcé de la peine était petite. Palais de justice du comté avec des lambris, des lumières fluorescentes, ça sentait le polish et l'anxiété.
Je me suis assis à l'arrière, j'ai regardé Jake se tenir devant le juge, j'ai regardé le juge lire la sentence. 18 mois, prison fédérale, se présenter dans 30 jours. Lindsay était assise avec mes parents. Elle a commencé à crier dès que le juge a eu fini, non pas à Jake, à ma mère, hurlant que c'était de sa faute, qu'elle avait poussé Jake à ça, qu'elle avait ruiné leur vie. Mes parents sont restés assis, l'air plus petit d'une manière ou d'une autre, comme s'ils avaient rapetissé. Le visage de ma mère était gris. Mon père ne regardait personne. L'huissier a dû escorter Lindsay dehors. Elle criait toujours dans le couloir. Je pouvais l'entendre à travers les portes. L'IRS avait gelé les comptes de Jake, saisi les fonds qu'il pouvait retracer. Lindsay et leur enfant n'avaient rien. Ils vivaient chez mes parents depuis la vente de la maison de ville. Maintenant, ils étaient coincés là-bas. Coincés avec la pension de mes parents. Coincés avec leur seul revenu. Coincés dans cette maison exiguë avec les sols collants et les lumières bourdonnantes. Exactement ce que mes parents avaient voulu éviter. Je suis sorti sur le parking. Mon Range Rover était garé dans le coin. Je l'avais acheté en espèces il y a 3 mois. J'avais échangé ma vieille voiture. Je me suis dit que je méritais quelque chose de bien. Ma mère est venue en courant après moi. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient plus fins. Elle avait maigri. Pas de la bonne façon. Le stress. Elle m'a attrapé le bras, a commencé à supplier. Elle a dit que Lindsay était impossible. Elle a dit que l'enfant était hors de contrôle. Avait brisé leur télévision. Fait des trous dans les murs. Lindsay ne travaillerait pas, ne nettoierait pas, n'aiderait à rien. Elle restait assise à dépenser le peu d'argent qui leur restait. Elle a dit qu'ils se noyaient. Elle a dit qu'ils ne pouvaient plus nourrir tout le monde. Elle a dit qu'ils n'en pouvaient plus. Elle a dit que je devais les aider. J'ai arrêté de marcher, je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Je lui ai dit que je n'allais pas aider. Je lui ai dit que c'était ce qu'elle avait voulu. Elle avait dit que la famille partageait tout. Elle avait dit que le sang est plus épais que l'eau. Eh bien, maintenant elle avait sa famille. Tous vivant ensemble, partageant tout. Elle a commencé à pleurer. Les larmes désespérées. Elle a dit que ce n'était pas juste. Elle a dit qu'elle ne méritait pas ça. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris un coupon, $1 de réduction dans un fast-food. Il restait environ 2 semaines avant l'expiration. Je le lui ai tendu, je lui ai dit qu'elle pouvait emmener Lindsay dîner, peut-être se lier, peut-être devenir amie. Elle a fixé le coupon. Sa main tremblait. Je suis monté dans mon Range Rover, j'ai baissé la vitre, je lui ai dit qu'ils avaient tous exactement ce qu'ils méritaient. Je lui ai dit qu'ils pouvaient se détruire les uns les autres maintenant. Je lui ai dit que j'en avais fini. Puis j'ai remonté la vitre, j'ai démarré le moteur. Le système audio était de qualité supérieure. Haut-parleur Bose. Cela a noyé tout ce qu'elle me criait. Je suis parti, je l'ai regardée dans le rétroviseur, devenant plus petite, s'estompant. Sarah m'a demandé plus tard si je me sentais mal, si je regrettais quoi que ce soit. Je lui ai dit que je ne me sentais pas mal. Je me sentais pur. Ils ont essayé de m'utiliser, ont essayé de me piéger, ont essayé de me vider de mon argent, puis de me couper complètement. Ils avaient remis en question la paternité de mon enfant. Ils avaient insulté ma femme. Ils avaient mis en scène un crime pour m'extorquer. Ils m'avaient officiellement exclu de la famille tout en prenant mon argent. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais un guichet automatique familial. Ils pensaient que je continuerais à payer pour toujours parce que c'est ce que fait la famille. Mais j'avais appris quelque chose d'Hélène Adèle et de sa technique SPEC. J'avais appris que gagner ne dépendait pas de la chance. Il s'agissait de comprendre le système, de comprendre les règles, de comprendre la nature humaine. Ils avaient joué leurs cartes, fait leurs coups, pensaient qu'ils étaient si intelligents, mais j'avais eu 3 coups d'avance tout le temps. Ce qu'il y a avec la vengeance, c'est qu'elle est censée faire du bien. C'est ce que tout le monde dit. Douce vengeance. Vengeance satisfaisante. Vengeance à égalité. Mais elle n'est pas douce. Elle n'est pas chaude. Elle est froide. Calculée. Comme résoudre une équation. Comme cocher des éléments sur une liste.
Je n'ai pas détruit ma famille parce que j'étais en colère. Je les ai détruits parce qu'ils s'étaient déjà détruits eux-mêmes. Je l'ai juste documenté, les rendu officiels, me suis assuré que les conséquences qu'ils fuyaient les rattrapent enfin. Ma mère est coincée dans cette maison avec Lindsay et 7 enfants. La tension artérielle de mon père est probablement au plafond à cause du stress. Jake va en prison. Mark a perdu une carrière. Et moi, je suis assis dans ma maison payée. Pas de prêt hypothécaire, il n'y en a jamais eu. Regardant le ventre de ma femme grossir. Regardant notre vraie famille se construire. Parfois, je pense à ces chèques que j'ai brûlés. Ce $1 million que j'étais prêt à leur donner. Je me demande ce qui se serait passé si je les avais juste remis ce soir-là. Mais je sais ce qui se serait passé. Ils auraient pris l'argent. Souris. Dis merci. Puis ils seraient revenus pour plus et plus et plus jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Certaines personnes vous videront de tout si vous les laissez faire. Même la famille, surtout la famille. La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'était 6 mois après le prononcé de la sentence. Je l'ai croisée dans une épicerie. Elle achetait les marques les moins chères, la marque du magasin pour tout. Son chariot ressemblait au mien quand j'étais fauché. Elle m'a vu, a regardé mon chariot. J'achetais les bonnes choses, des produits biologiques, de belles coupes de viande. Les envies de grossesse de Sarah étaient chères, mais je m'en fichais. Ma mère a détourné le regard, n'a pas dit bonjour, ne m'a pas reconnu, a juste poussé son chariot devant moi comme si je n'étais pas là. Je suppose que je n'étais plus de la famille. Le plus drôle, c'est que je ne l'ai jamais vraiment été. J'étais juste une ressource, un compte bancaire, une solution à leurs problèmes. Ils m'avaient officiellement exclu avec cet acte de cession rapide. Mais je les avais déjà exclus émotionnellement la nuit où mon père avait remis en question la paternité de mon enfant. Les affaires légales n'étaient que de la paperasserie officialisant ce qui s'était déjà passé. Les gens me demandent parfois si je m'inquiète de la sortie de prison de Jake, si je pense qu'il me poursuivra. Je ne m'inquiète pas. Au moment où il sortira, j'aurai un enfant à l'école primaire, toute une vie construite. Il sera un criminel condamné sans perspective d'emploi et sans argent. Il sera trop occupé à essayer de survivre pour se soucier de la vengeance. Et s'il vient chercher des ennuis, eh bien, j'ai déjà prouvé que je suis bon en documentation, bon en construction de dossiers, bon en jeu à long terme. De plus, il a ses propres problèmes. Lindsay sera probablement parti quand il sortira. Les enfants vont lui en vouloir. Mes parents vont être plus âgés, plus malades, plus coûteux à prendre en charge. Il va rentrer chez lui sans rien. Exactement comme ils ont essayé de me laisser sans rien. Le karma n'a pas payé pour Jake. Pas comme il le pensait, mais il a payé pour moi. J'ai gagné à la loterie 2 fois. Une fois avec Powerball. Une fois quand j'ai découvert qui était ma vraie famille. Et ce n'était pas eux.